Alors, bonjour à tous, merci beaucoup d'être aussi nombreux connectés ce matin pour ce sujet concernant le décryptage de l'EIA Act. Quelles implications pour votre entreprise? Au niveau de l'organisation, ce matin, on a prévu un créneau d'une heure. On vous laisse poser vos questions directement dans l'onglet dédié questions-réponses. On va essayer de répondre à certaines d'entre elles au fur et à mesure de ce déroulé de la présentation. Et puis, à la fin, on va se garder environ 10 à 15 minutes d'échange avec vous, alors virtuel ici. Mais en tout cas, vous pourrez poser vos questions et on prendra un petit moment pour y répondre. Alors, pour débuter cette présentation, on commence très brièvement par se présenter nous. Alors, Cédric, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et tous, Cédric Duval, je suis consultant en système d'information au sein de TGS France Consultant. J'accompagne tous nos clients sur les problématiques de cybersécurité, d'audit, de conseil en système d'information et plus également en termes d'intelligence artificielle sur la sensibilisation et la formation aux usages. Et pour ma part, je suis avocate en droit du numérique et en protection des données personnelles. Donc, très concrètement, mon rôle, c'est d'accompagner nos clients, quelle que soit la taille de la structure. On accompagne des startups, des associations, des EHPAD, des grands groupes sur les sujets en lien avec leurs contrats informatiques, les relations entre un éditeur de logiciels et un client. Donc, on peut conseiller l'un ou l'autre et rédiger les contrats. Et puis, j'accompagne également les clients sur tout ce qui concerne les nouvelles technologies au sens large, les objets connectés, l'IA évidemment, et la protection des données personnelles. Pour resituer peut-être notre rôle, nous, on intervient au sein d'un groupe qui s'appelle TGS France. C'est un groupe qui réunit un peu plus de 1700 collaborateurs, implanté dans pas mal de villes en France et qui réunit plusieurs métiers. On a l'expertise comptable, on a le métier informatique, on a les ressources humaines avec tout ce qui va être paye et RH pour accompagner nos clients. On a la partie cabinet d'avocats d'affaires classique avec du droit du travail, etc. On va avoir le métier audit également, on accompagne nos clients sur ce métier et tout ce qui va concerner l'offre RSE, système d'information dont Cédric vient de parler. Voilà pour la présentation du groupe TGS France. Alors, le programme de ce webinaire. On va déjà recontextualiser l'EIA Act pour que vous compreniez dans quel schéma ça s'inscrit et quelle était la philosophie de l'Union européenne en adoptant ce texte. Ensuite, on va parler du périmètre de ce texte et des définitions qui sont vraiment très importantes pour bien comprendre quelles sont vos obligations ensuite. On va évidemment essayer de parler des obligations. Alors, il y en a beaucoup. On va essayer de dresser un panorama, mais on ne pourra pas forcément rentrer dans le détail de chaque obligation. On va enfin parler des responsabilités en matière d'IA et des sanctions qui sont prévues par les textes. Et on terminera en vous indiquant quel est le calendrier de déploiement des actions au niveau de l'Union européenne et ce que nous, on vous préconise de faire pour vous mettre en conformité avec ce texte. Alors, sur l'introduction, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a Act. Alors, tout d'abord, on utilise le terme en anglais parce que c'est celui qui est communément retenu. Mais si on devait le traduire, on parlerait tout simplement de règlement de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle. Donc, ce texte, ce règlement, l'idée a été au niveau de l'Union européenne de protéger les citoyens, puisqu'on le voit, l'intelligence artificielle, ça fait peur. En tout cas, certains types d'intelligence artificielle font parfois peur. Donc, l'idée première, c'est de protéger les citoyens contre des dérives. La deuxième volonté du législateur européen là-dessus a été de protéger les données qui sont produites par des structures dans l'Union européenne, mais aussi les données des citoyens, les données personnelles qui nous concernent. Et enfin, évidemment, ça peut paraître paradoxal, mais c'est aussi un des buts annoncés par le texte, c'est de favoriser l'innovation. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce texte arrive après toute une série de textes qui encadrent la réutilisation des données, le partage des données. Alors, pour certains d'entre vous, ça vous parlera peut-être. Je pense au Data Governance Act, au Data Act. Et ces textes visent vraiment à ouvrir les données au sein de l'Union européenne pour favoriser l'innovation et la compétitivité des entreprises de l'Union européenne. Voilà le contexte dans lequel s'est inscrit ce texte. L'EIA Act, quand on en parle, de quoi est-ce qu'on parle exactement? En fait, l'EIA Act, c'est un règlement de l'Union européenne qui a été adopté le 13 juin dernier. Un règlement, la différence avec une directive de l'Union européenne, c'est que les deux sont des textes adoptés
par l'Union européenne et qui vont donc s'appliquer dans les 27 États membres de l'Union européenne. La principale différence est que le règlement est d'application directe, dans le sens où on n'a pas besoin d'une loi de transposition adoptée par les États membres pour que le texte s'applique, alors qu'une directive nécessite un travail de transposition par les États membres. Généralement, directive ou règlement, ça nous donne un indice de ce que l'Union européenne a voulu donner comme force au texte. Un règlement aura une force plus importante, selon moi, qu'une directive. La directive peut mettre un peu de temps à s'appliquer, le temps que tous les États membres adoptent la loi de transposition. Donc, on a ce texte, l'EIA Act est un règlement. En parallèle, il fait partie d'un corpus dans lequel on a une directive qui va modifier une directive existante qui datait de 1985 et qui concerne la responsabilité du fait des produits défectueux. Ce texte n'était pas adapté aux nouvelles technologies, à l'IA notamment, donc on a désormais la possibilité d'engager la responsabilité d'un tiers sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, même lorsque ça concerne une intelligence artificielle. Et le dernier texte, qui lui est encore au stade de proposition et qui sera une directive si elle est adoptée, c'est une directive sur la responsabilité au sens large en matière d'intelligence artificielle. Je reviendrai dessus à la toute fin de cette présentation. Alors, je laisse la parole à Cédric pour nous présenter les différentes typologies d'intelligence artificielle. Juste un petit rappel sur qu'est-ce qu'une intelligence artificielle, sans rentrer trop dans le détail. Globalement, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de technologies qui permettent à des machines de réaliser des fonctions cognitives humaines ou animales, comme apprendre, raisonner, résoudre des problèmes. Ça repose sur des algorithmes et des modèles. On distingue trois types d'intelligence artificielle. On peut démarrer par la première, l'Artificial Narrow Intelligence. On va clairement, c'est ce qu'on peut rencontrer au quotidien, de la reconnaissance vocale, des algorithmes de recommandation dans Netflix ou Spotify, des systèmes de détection de fraude. C'est des intelligences artificielles qui sont développées pour une tâche bien spécifique. La deuxième typologie, Artificial General Intelligence, se comporte à la manière d'un humain sur toutes les tâches. On pourrait, il y a le film Heure, qui raconte très bien finalement ce que peut être une AGI, avec des émotions humaines et finalement d'une mise en place d'une relation entre un humain et une machine. Donc voilà. Et sur la troisième typologie, alors sur l'AGI et l'ASI, on est sur des intelligences artificielles qui sont hypothétiques. Clairement, actuellement, hormis dans l'imaginaire ou dans les laboratoires, ça n'existe pas. L'ASI, ça serait une intelligence artificielle qui surpasserait les humains. On peut prendre généralement l'exemple de Skynet dans Terminator, pour ceux qui connaissent, une intelligence qui dirige finalement le monde, qui serait au-dessus des humains, qui piloterait finalement notre quotidien. Alors, comment on peut développer des intelligences artificielles? Alors, on va rester à la surface, finalement, on va pas rentrer dans le détail, mais il y a trois typologies d'apprentissage qui peuvent être mises en place. L'apprentissage supervisé, ça consiste à prendre des données, ce qu'on appelle étiquetées, dont on connaît la réponse. Généralement, on prend l'exemple de l'apprentissage de reconnaissance qui se base, par exemple, sur des photos de chats. On lui dit, voilà, cette photo est un chat, cette photo est un chat, cette photo n'est pas un chat, cette photo est un chien, cette photo n'est pas un chien, mais un chat. Et en fait, l'intelligence apprend au fur et à mesure en fonction des photos. Et de plus en plus, elle est capable toute seule de reconnaître vis-à-vis des différentes typologies de l'animal, de reconnaître un chat. Là, on est sur vraiment un apprentissage supervisé où on lui apprend au quotidien ce qu'il doit retenir et ce qu'il doit en déduire. Sur l'apprentissage non supervisé, là, on est globalement sur une intelligence artificielle qui doit faire des recoupements, des analyses de données et d'identifier dans des analyses de données des clusters, qu'on appelle des clusters, pour pouvoir identifier des comportements identiques, des modes de fonctionnement identiques. On pourrait le voir avec des apprentissages qui permettent de faire de la segmentation marketing dans des usages quotidiens, des détections de pannes industrielles, par exemple. Et enfin, le troisième type d'intelligence artificielle, on est là sur de l'apprentissage par renforcement, où finalement, on laisse l'IA apprendre un peu d'elle-même et on maximise la récompense. Finalement, on la laisse s'échouer et on la valorise par une récompense. Je pense à des exemples d'utilisation comme AlphaGo, qui est souvent pris
en exemple d'IA où finalement l'intelligence artificielle, la machine, apprend d'elle-même et échoue jusqu'à la victoire finalement et se faire récompenser par la victoire. On peut l'utiliser dans les optimisations de process industriels, évaluer finalement ce qui est le meilleur processus à mettre en place pour une meilleure production. Les différents domaines d'application, j'en ai parlé un petit peu rapidement. Là, clairement, avec, par exemple, on peut mettre en place dans l'imagerie la détection de tumeurs par l'analyse de radiologie, de scan ou d'IRM. Dans la cybersécurité, on peut déjà d'ores et déjà analyser des mails par l'IA, permettre de reconnaître des spams, des comportements malveillants, qui permettent de mettre en place en fait des détections d'intrusion ou de malveillance. Détection de panne sur des lignes industrielles, on évalue finalement, on anticipe possiblement des pannes par l'analyse des comportements des machines au fur et à mesure, et on détecte finalement des signes précurseurs. Le marketing, le e-commerce, le Face ID par exemple, là clairement Face ID, là il y a une reconnaissance du visage par un algorithme. Le e-commerce sur des usages des acheteurs, sur des plateformes, sur des cartes dans les magasins où en fait finalement on peut faire des analyses d'achat et de possibilités de propositions de nouveaux achats en fonction des habitudes des consommateurs. J'en parlais tout à l'heure, je l'ai utilisé ce matin, la conduite autonome et les GPS. Ça m'a permis de pas arriver en retard ce matin. En fait, Waze m'a permis de trouver un itinéraire alternatif pour pas arriver en retard. Donc là, on l'utilise au quotidien. Certains feux de circulation également qui permettent d'analyser le trafic et d'évaluer finalement, de minimiser les risques de bouchons. Un exemple que j'ai vu cette semaine, ça va être des radars qui vont être installés sur des portions de route en Angleterre pour détecter si le conducteur, au-delà d'un excès de vitesse, il est sous l'emprise de l'alcool ou de drogue. Alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais on voit que ça infuse vraiment notre vie quotidienne et que l'IA, ça existe déjà depuis longtemps, mais que ça prend beaucoup de place. Effectivement, c'est un vrai sujet. L'imagerie, par exemple, moi, je l'ai pratiqué dans l'imagerie, l'imagerie, la radiologie. En fait, il y a déjà beaucoup d'IA de mise en place sur des détections de cancérologie, des choses comme ça. Dans l'orthopédie aussi, il y a des choses qui existent déjà depuis très longtemps. On peut citer aussi l'optimisation de process industriels, comme je le disais sur la slide précédente. Le training, clairement, l'analyse finalement de positions à mettre sur les marchés en fonction de montée, descente de valeur de produits. Et puis enfin, ce que vous pouvez utiliser au quotidien, l'IA générative, la reconnaissance vocale et tout un tas d'outils qui sont à disposition des utilisateurs actuellement. Ce qui est important de noter là-dessus, c'est que le texte, il a pas été créé pour l'IA générative au départ. Et pourtant, c'est l'IA dont on entend le plus parler. Or, finalement, depuis les débuts de la proposition de règlement qui avait été adoptée par l'Union européenne, on parlait pas du tout de ce type d'IA. Et quand c'est devenu extrêmement on en a beaucoup entendu parler dans l'actualité avec ChatGPT, notamment fin 2022. Alors là, la proposition de directive a été complètement modifiée pour parler de l'IA générative parce que ça faisait un peu peur à certaines personnes. Donc, ça a été intégré dans le texte. Mais c'est pas un texte qui porte sur l'IA générative. Mais sur l'usage plus large des IA. Ouais, exactement. Alors, les différents dangers de l'IA, clairement, je disais, ça pouvait faire peur, effectivement. On peut retrouver des biais sur des biais finalement sur les origines du développement de l'IA. On peut citer parfois des propositions de recommandations par des IA en disant fais-moi représente-moi une femme dans le centre de Paris, et en fait le biais américain va faire que la femme va porter un béret, une baguette et on verra la Tour Eiffel, alors qu'un biais européen sera sans doute différent. Des discriminations possibles aussi sur des recrutements par des biais générés par l'IA. Vous êtes plutôt tous au courant, on a l'exemple flagrant récent de Grok avec la manipulation des informations, la création d'images ou de vidéos qui permettent finalement d'usurper ou de positionner des opinions. Donc, il y a un vrai sujet sur la manipulation de l'information. La vie privée, sur la collecte et l'exploitation de données, excessive de données personnelles. Le manque de transparence, il y a parfois l'effet boîte noire sur certaines IA où finalement on ne sait pas trop comment ça fonctionne, on ne sait pas trop jusqu'où ça peut aller. Donc il y a un vrai sujet sur l'explication des algorithmes, sur la compréhension des algorithmes. On va le voir par la suite.
La perte de contrôle sur des décisions inattendues anticipées par l'IA. Je parlais tout à l'heure de prise de position. On pourrait très bien envisager que l'IA prenne des positions complètement farfelues sur des marchés financiers et qu'on puisse arriver finalement à une chute globale, un crash boursier du fait de prise de position complètement inattendue de l'IA. Pour reprendre AlphaGo, c'était la première victoire d'AlphaGo, je crois, contre le champion du monde. Ça a été en fait une décision inattendue de l'IA qui a permis de gagner. Donc il y a des vrais biais qui peuvent être mis en place par les IA. Une certaine forme de dépendance, alors comme tous les outils technologiques, mais une vraie possiblement forte dépendance excessive à la technologie, ne faire plus que de l'IA, par exemple, dans son quotidien professionnel. L'impact sur l'emploi, on sait très bien que l'IA pourra très facilement remplacer certaines tâches. Alors pour l'instant, des tâches à faible valeur ajoutée, mais pourquoi pas demain des tâches entières de pans d'emploi. Pourquoi pas des consultants ou autres. Et puis effectivement, à terme, une exacerbation. J'avais mis pour être sûr que tu puisses pas le prononcer. Exacerbation des inégalités. On le voit déjà au quotidien, des gens qui utilisent ChatGPT et pas d'autres, des pays qui sont déjà très très en avance sur l'IA et pas d'autres. Donc effectivement, il y a des fossés qui vont commencer à se creuser très très fortement avec un impact sur les sociétés en général. Merci beaucoup, Cédric. Donc, on voit en effet, comme tu le disais, qu'il y a des dangers. Il y a aussi évidemment un intérêt à l'IA. L'IA, c'est pas nouveau, mais là, l'Union européenne a voulu marquer un coup avec ce texte, qui est quand même, au moment de son adoption, le premier texte dans le monde à gérer de manière large et globale le sujet de l'intelligence artificielle. Donc, on verra s'il y a d'autres textes qui sont adoptés de manière aussi large, mais en tout cas, il y avait une volonté vraiment de sécuriser les citoyens dans l'Union européenne tout en favorisant l'innovation. Alors, sur pardon, excusez-moi, je me retrouve là. Le périmètre de ce texte et les définitions qui nous semblent importantes pour vous aujourd'hui. Première chose, c'est que le texte a été prévu de manière à viser énormément de situations. Donc là, c'est pas un copier-coller du texte. Donc évidemment, je vous invite à aller lire ce texte si vous vous posez des questions sur son champ d'application. Mais en tout cas, pour vous synthétiser, on a remis ici les personnes qui allaient être concernées par ce texte et leur lieu géographique. On aura évidemment les fournisseurs qui mettent sur le marché ou qui mettent en service dans l'Union européenne des SIA, donc SIA pour système d'intelligence artificielle, ou des modèles d'IA à usage général. Je vais revenir dessus tout à l'heure sur ce sujet. On aura également les déployeurs de SIA qui auront leur lieu d'établissement dans l'Union européenne. Déployeurs fournisseurs, ça fait l'objet d'un slide juste après, on va vous expliquer ça. Déployeurs et fournisseurs de SIA qui sont hors Union européenne, mais les résultats produits au sens large par le SIA sont utilisés dans l'Union européenne. Donc, même si je suis hors Union européenne, je serai impactée si les résultats sont utilisés dans l'Union européenne. Donc, vous voyez bien que le périmètre est plus que large. Ça va viser également les importateurs et les distributeurs de systèmes d'IA, les fabricants de produits qui mettent sur le marché ou qui mettent en service un système d'IA en même temps que leurs produits et sous leur propre nom ou leur propre marque. Les représentants autorisés des prestataires qui sont établis dans l'Union européenne, ça c'est dans certaines situations, on a besoin d'avoir un représentant dans l'Union européenne. Et évidemment, ça concerne les personnes qui sont touchées, situées dans l'Union européenne. Donc la volonté, c'était vraiment de ne pas se limiter qu'à des structures dans l'Union européenne, mais vraiment d'aller encadrer aussi les systèmes d'IA qui sont utilisés dans l'Union européenne et qui sont fabriqués et conçus dans d'autres pays. Si je peux me permettre, j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat, on y répondra à la fin. Oui, si tu veux, si c'est des questions sur le périmètre, on peut en parler maintenant. Bon, on peut en parler maintenant rapidement, c'est sur les hallucinations des IA. Effectivement, vous avez raison, il y a possiblement parfois des réponses complètement erronées, complètement fausses. L'IA peut inventer des choses pour répondre. Finalement, l'IA privilégie généralement la réponse au contenu. Donc, il faut faire extrêmement attention à la compréhension de l'IA, ce qu'elle comprend de ce que vous voulez, des biais, des données qui peuvent exister. En fait, l'IA se base sur des données. On le voyait avec ChatGPT qui prenait en fait des data jusqu'à une date donnée et finalement, ce qui est arrivé après, il ne le prenait pas en compte. Donc, il y a de vrais sujets, des manques de contextualisation et parfois des manques de cohérence dans ce qu'on lui demande. Donc, effectivement, il peut vous sortir des choses qu'on appelle des hallucinations,
des faits erronés, des créations de contenu que lui considère bon pour le texte, mais la forme n'y est pas. Je vois la question d'après où on nous demande est-ce que c'est dans l'UE ou dans le EA. À ma connaissance, à l'article 2, on ne parle que de l'Union. Donc, il faudrait vérifier, mais pour moi, on ne vise que l'Union européenne. Alors, la définition du système d'IA, on nous dit dans le préambule de ce texte, donc qui n'a pas une valeur normative, mais qui va nous permettre de donner une grille de lecture de ce texte, on nous dit que les systèmes d'IA peuvent être utilisés de manière autonome ou en tant que composant d'un produit, que le système soit physiquement intégré au produit ou qu'il serve la fonctionnalité du produit sans y être intégré. Et on nous dit à l'article 3, dans les définitions, que le système d'IA, c'est le système basé sur une machine qui est conçu pour fonctionner avec différents niveaux d'autonomie et qui peut faire preuve d'adaptabilité après son déploiement. Alors, on dit bien qui peut faire preuve. Et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des données qu'il reçoit, comment générer des résultats tels que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer des environnements physiques ou virtuels. La définition est évidemment large. L'idée, c'était d'anticiper ce qui allait se produire dans les prochaines années. Néanmoins, ça pose beaucoup de questions à beaucoup d'opérateurs qui s'interrogent sur le fait que ça puisse s'appliquer à leur technologie ou pas. On espère qu'on aura des précisions de l'Union européenne là-dessus pour vraiment venir guider les opérateurs. En tout cas, ça nécessite une analyse. Si vous avez un doute sur le fait de rentrer dans le périmètre ou pas de cet article et donc du texte, à mon sens, il est vraiment important de prendre le temps d'analyser chaque mot, le préambule, pour voir si vous pourriez rentrer dans le périmètre. Il est quand même à noter que la définition est suffisamment large pour que la volonté soit de faire rentrer le plus possible de systèmes dans ce texte. Donc, il peut être vraiment risqué de considérer qu'on n'est pas dans le périmètre. À mon sens, si vous considérez que vous ne rentrez pas dans le périmètre alors que vous étiez en zone grise, il va être important de le documenter pour pouvoir en justifier si un jour on vous demande de justifier de ce choix. Alors, ensuite, les opérateurs de l'EIA Act. Il y en a plusieurs. On vous les a classés ici dans l'ordre chronologique de la conception à l'utilisation d'un système d'IA. C'est très important de vous interroger sur votre qualification juridique ou en tout cas celle de votre structure, de votre entreprise. Le fournisseur, c'est celui qui développe ou fait développer. Donc, on peut être à l'initiative d'un système d'IA et solliciter un prestataire pour le faire. Il n'en demeure pas moins qu'on restera fournisseur du système d'IA ou du modèle d'IA à usage général si on le met sur le marché ou qu'on le met en service sous son propre nom ou sa propre marque, que ça soit de manière payante ou gratuite. On est donc un fournisseur. Pour essayer de vous rendre ça un peu concret, on vous a indiqué quelques exemples en bas de ce slide. Je vous invite vraiment à retenir que ces exemples ne sont pas absolus, dans le sens où, en fonction d'une situation précise, on peut rentrer dans l'une ou l'autre de ces catégories. Et donc, ça nécessite vraiment de se pencher sur cette question de la définition de l'opérateur. Donc, l'exemple pour le fournisseur, ça va être une entreprise qui développe une solution d'IA pour la reconnaissance faciale dans des systèmes de sécurité publique. Voilà, un petit exemple de situation dans laquelle on pourrait être fournisseur. Deuxième hypothèse, c'est l'importateur et le distributeur. Je vais passer rapidement, mais l'importateur, c'est celui qui met sur le marché un système d'IA avec le nom ou la marque d'une personne qui serait, elle, établie dans un pays tiers. Le distributeur, c'est la personne qui intervient dans la chaîne d'approvisionnement, qui n'est pas le fournisseur ou l'importateur, et qui met à disposition le système d'IA sur le marché de l'Union européenne. Le fournisseur peut très bien être le distributeur. Dans certains cas, la qualification est la même. Enfin, on a les deux casquettes, mais dans d'autres situations, dans la chaîne d'approvisionnement, on aurait plusieurs personnes. Un exemple, ça serait de revendre des systèmes d'IA, par exemple pour des centres d'appel, mais sans intervenir à proprement parler, ni dans l'utilisation, ni dans la conception du système d'IA. Autre catégorie, celle de déployeur. Le déployeur, si je devais donner un synonyme qui serait pas tout à fait exact juridiquement, mais qui vous permettrait de voir de qui on parle, c'est l'utilisateur. Alors, c'est pas l'utilisateur final, la personne physique dans une entreprise, c'est l'entreprise
qui déploie, comme son nom l'indique, un système d'IA qui a été conçu par quelqu'un d'autre, qui a peut-être été importé par quelqu'un d'autre, qui a peut-être été distribué par quelqu'un d'autre. On l'achète ou pas, on l'utilise. En tout cas, on le déploie en interne. Et à ce moment-là, on est déployeur. Alors, dans certains cas, on peut être fournisseur et déployeur. Mais dans d'autres cas, on va juste être déployeur. Et une dernière catégorie, qui n'est pas définie en tant que telle, mais qui se retrouve à plusieurs reprises dans le texte, c'est le fournisseur en aval. Alors lui, on nous dit que c'est le fournisseur, même d'un système d'IA à usage général, qui va intégrer un modèle d'IA verticalement, qui soit fourni ou pas par une autre entité sur la base de relations contractuelles. Ici, l'idée, c'est de dire que, en fait, chronologiquement, dans le temps, on a deux fournisseurs. On a le fournisseur initial qui est à l'initiative de la conception du système d'IA et on en a un autre qui va intégrer, par exemple, le modèle d'IA dans son système d'IA. Donc, le modèle va faire partie d'un tout qui va être qualifié de système d'intelligence artificielle. Un point qui est important là-dessus, sur le fournisseur en aval, le déployeur, etc., c'est qu'en fonction du rôle qu'on peut avoir sur le système d'IA, soit on se contente de le reprendre tel quel et l'utiliser de manière brute, tel qu'il a été prévu par rapport à sa destination, telle qu'elle a été imaginée par le fournisseur. Donc, on se contente juste de le réutiliser. On va plutôt être un déployeur. Par contre, si on a une action sur ce système d'IA, alors là, je vous invite à vraiment vous poser la question de est-ce que vous ne seriez pas fournisseur en aval, parce que dans ces cas-là, vous aurez des obligations spécifiques qui ne seront pas celles du fournisseur initial, qui ne seront pas celles du déployeur, mais vous aurez des obligations spécifiques. On a accompagné un client qui s'interrogeait justement sur le fait de réentraîner un modèle d'IA à usage général pour l'intégrer dans une solution plus globale avec un champ d'application très spécifique. Donc, on changeait la destination générique du modèle d'IA à usage général pour lui faire certaines tâches dans un contexte très précis. Dans cette analyse, on a considéré qu'il était plutôt fournisseur en aval, compte tenu des circonstances ici. Donc, se dire, mon concurrent, il est déployeur quand il fait ça, donc je suis déployeur, à mon sens, c'est un risque. Il faut vraiment se poser la question par rapport à votre mode de fonctionnement qui vous est propre. Alors, il y a peut-être une question qui peut être en lien avec Nathalie sur le quid des développements internes pour usage interne. Alors, les développements internes pour usage interne, là, vous serez fournisseur et déployeur. Il n'en demeure pas moins que vous aurez aussi des obligations. Que ce système d'IA développé en interne à des fins uniquement internes sera également soumis à ces obligations. Par exemple, on ne pourra pas, on va le voir, insérer dedans des pratiques d'IA interdites. Donc, vous serez également soumis à l'AIA Act. Alors, juste et précise, pour effectuer la prestation au profit du client. Ok, même si c'est pour faire une prestation pour un tiers, même en tant que prestataire, vous serez soumis au système d'IA. À l'AIA Act, excusez-moi. Les points d'attention quand même sur la qualification. Donc, je vous le disais, le changement de destination du système d'IA, tel qu'elle a été documentée par le fournisseur, ça sert à ça aussi la documentation. Ça sera important parce que ça peut changer la qualification que vous aurez. Ce que je vous disais, c'est qu'il faut faire une analyse au cas par cas. Il y a des cas dans lesquels ce sera très simple. Je suis OpenAI, ma qualification, elle sera plutôt évidente. Par contre, il y a d'autres situations dans lesquelles, en fonction des critères qu'on va définir, peut-être de la façon dont on va limiter l'usage par les salariés, à ce moment-là, ça peut changer une qualification. Je voulais juste faire un petit focus pour ceux qui travaillent sur le RGPD. Attention à la cohérence des qualifications entre je suis fournisseur et je suis responsable de traitement ou sous-traitant. Donc, vérifier que tout ça est bien en cohérence. En plus, évidemment, les textes sont extrêmement liés parce qu'on retrouve des mécanismes qu'on connaît. Donc, l'AIA Act, ça peut pas être mis en place par une équipe et le RGPD par une autre. À mon sens, ça doit se faire forcément conjointement et main dans la main. Les obligations de l'AIA Act. Alors, nous, on a défini 3 grandes catégories, mais on pourrait subdiviser la dernière en plusieurs. C'était vraiment pour que ça soit visuel pour vous. On a tout d'abord les pratiques qui sont considérées comme interdites par le texte. On a ensuite les SIA qu'on qualifie d'à haut risque dans le texte et les SIA à risque limité. Donc, à part, les 2 premières catégories sont des notions qui sont utilisées. Le SIA à risque limité, c'est une catégorie générique où on indique ici, nous, ce
ce qu'on considère comme étant un risque plus limité, mais il peut y avoir des situations où c'est pas si limité que ça. Mais en tout cas, on a des systèmes d'IA qui sont classifiés. Les pratiques d'IA interdites. Quand on les lit, ça nous paraît plutôt rassurant qu'elles aient été interdites. Les IA qui sont destinées à déformer le comportement d'une personne, notamment via des techniques subliminales. Les IA qui vont exploiter les vulnérabilités des personnes pour dénaturer leur comportement. On pourrait tout à fait, là ça paraît un peu gros, mais on pourrait imaginer des systèmes d'IA qui seraient utilisés dans des pratiques de marketing. Attention à pas tomber dans cet écueil. Les évaluations des personnes en fonction de leur comportement social. Ça, vous avez entendu parler du système de score social. L'idée d'utiliser de l'IA pour faire ça sera évidemment interdite avec ce texte. L'évaluation des personnes en vue de prédire le risque de commission d'infractions pénales, pratique interdite. Minority Report. Oui, exactement. L'enrichissement de bases de données de reconnaissance faciale par le biais de l'extraction non ciblée d'images faciales qui proviendraient d'Internet ou de vidéosurveillance. Là, ici, on est également dans une pratique d'IA interdite. La déduction des émotions d'une personne, attention, c'est dans des secteurs ciblés tels que le domaine du travail ou les établissements d'enseignement. La catégorisation biométrique afin de déduire ou d'inférer des données sensibles. Et enfin, l'utilisation de systèmes d'identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces publics à des fins répressives. Donc ça, à voir comment ça peut se concrétiser en fonction de ce que souhaitera faire l'État, par exemple. Alors, on citait WeChat, qui, pour la partie score social en Chine, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, parce qu'il y a beaucoup de pays qui prévoient ce système maintenant. Voilà, donc quand on est dans ces pratiques d'IA interdites, c'est interdit, on ne peut pas les mettre en œuvre, et ça s'applique, on va le voir, à partir du 2 février 2025. Donc, si vous aviez un projet en cours, vérifiez que vous êtes bien en dehors de ces hypothèses. Sinon, vous ne pourrez pas le mettre en œuvre. Et là, c'est les sanctions les plus élevées qui s'appliquent. Deuxième catégorie, les SIA à haut risque. Alors, il y a deux hypothèses dans lesquelles on peut voir qualifier une IA, un système d'IA à haut risque. La première hypothèse, je décompose parce que c'est un peu technique ici. La première hypothèse, c'est lorsque ce système d'IA réunit deux conditions qui sont donc cumulatives. C'est les deux bullet points que vous avez ici. Première condition à réunir, ce SIA est destiné à être utilisé comme composant de sécurité d'un produit qui est visé à l'annexe 1. Je vais revenir là-dessus. Donc, on a un composant de sécurité d'un produit qui est un système d'IA en lui-même. Deuxième condition, pardon. Le produit qui est un composant d'un système d'IA est le système d'IA lui-même ou est un élément du produit qui est lui-même soumis à une évaluation de conformité avant sa mise sur le marché. Alors, je m'explique. En annexe 1 du texte, on a tout un tas de réglementations de l'Union européenne qui sont visées, et notamment, par exemple, une réglementation sur l'automobile, sur les dispositifs médicaux, etc. Et à ce titre-là, si notre système d'IA est un composant de sécurité de ce produit et que le produit en lui-même, le produit final, nécessite une évaluation de conformité pour être mis sur le marché, alors on est un système d'IA au risque. C'est là où on va retrouver les dispositifs médicaux, c'est là où on va retrouver aussi les systèmes d'IA qui sont intégrés à des jouets, c'est là où on va retrouver aussi les systèmes de freinage dans des voitures, parce que composant de sécurité et la voiture, ça fait l'objet d'une évaluation de conformité avant sa mise sur le marché. Donc, dès qu'on rentre dans une des hypothèses de l'annexe 1, il faut se poser la question, parce qu'a priori, on peut être un SIA à haut risque. Ça, c'était la première hypothèse dans laquelle je peux être considéré comme SIA à haut risque. Deuxième hypothèse, on est à l'annexe 3. Donc, il y a des exceptions quand on considère qu'on ne présente pas de risque significatif d'atteinte à la santé, à la sécurité ou aux droits fondamentaux. Attention, il faudra vraiment justifier de ça pour considérer qu'on n'est pas un système d'IA au risque, alors qu'en principe, on est visé par l'annexe 3. À l'annexe 3, on retrouve, je le précise, les points qui sont en bas ne sont que des exemples. Les libellés ne sont pas exhaustifs. En fait, on a essayé de ramasser avec quelques mots-clés des exemples.
mais je vous invite vraiment à regarder l'annexe 3 parce que les formulations sont beaucoup plus précises. On va avoir par exemple les SIA dans le domaine de la biométrie, dans le domaine des infrastructures critiques, donc tout ce qui va être eau, énergie, etc. Si on a un système d'IA qui touche à ce secteur-là, a priori, on va être un système d'IA au risque. Ce qui va toucher l'éducation, alors certains sujets de l'éducation, en tout cas quand ça a une influence sur un système de notation, par exemple, ou l'obtention d'un diplôme, on va être dans un SIA au risque. Pas tous les systèmes d'IA dans le domaine de l'éducation, évidemment. Le recrutement et la gestion du personnel, exemple, un outil de tri de CV, ça peut être considéré comme un système d'IA au risque selon les situations. Les services essentiels, donc notamment les services de soins et de santé, le domaine de la répression d'infractions, le contrôle aux frontières et la justice. Alors, peut-être justice au sens prise de décision de justice. Quand on est dans l'une de ces deux hypothèses, donc pour résumer, soit dans l'annexe 1, soit dans l'annexe 3 du texte, à ce moment-là, on a des obligations spécifiques au système d'IA au risque qui s'appliquent. C'est l'essentiel. La plupart des articles du texte visent les SIA au risque. Donc vraiment, on a essayé de ramasser avec des mots-clés les obligations. Mais si vous êtes dans un système d'IA au risque, il n'y a pas d'autre possibilité que d'aller lire le texte pour voir comment se décomposent ces obligations. On vous les cite. La gestion des risques, on va devoir faire une analyse de risque. Alors encore une fois, pour ceux qui ont pratiqué le RGPD ou qui le pratiquent encore, ça nous fait penser à tout ce qui est PIA, etc. On va avoir des analyses de risque. On va aussi devoir prouver la conformité des données d'entraînement. On va devoir tenir à disposition en cas de contrôle et dans certains cas, en cas de demande de certification, une documentation technique. Je vous ai mis la référence à l'annexe 4, que cette documentation technique doit contenir certaines informations qui figurent en annexe. On va devoir journaliser, ça se dit journaliser, ouais, journaliser les événements pour savoir ce qui s'est passé sur un système d'IA si un jour il y a un problème. Donc, on doit être en mesure de démontrer qu'on peut suivre les événements sur le système d'IA. On va devoir faire preuve en tant que fournisseur d'un système d'IA, d'une transparence auprès des déployeurs sur le fonctionnement du système d'IA en leur remettant notamment une notice d'utilisation. On va devoir faire ce qu'on appelle la surveillance humaine ou que d'autres appellent la garantie humaine. C'est le fait de pouvoir assurer un contrôle humain du système d'IA pour pas qu'on se retrouve dans des situations futuristes à risque. Donc, l'idée, c'est vraiment de garder le contrôle humain sur ces systèmes à haut risque. On aura évidemment des obligations de cybersécurité. Tu veux en parler? Tout simplement pour assurer l'intégrité des données sur laquelle l'IA peut se baser au travail ou sur laquelle on peut l'interroger. Donc, effectivement, tu en parlais sur la traçabilité de ce que peut faire l'IA, mais de ce qu'on peut lui demander aussi, effectivement, pour retracer les différents éléments. Et puis d'assurer finalement une étanchéité complète du système pour éviter les intrusions, les malveillances et tout qui continue en termes de cybersécurité. Pardon. Merci. Et en fonction, donc ça, c'est des exigences qui sont propres au SI à lui-même, et en fonction de la qualité de l'opérateur, donc fournisseur, importateur, distributeur, déployeur ou fournisseur en aval, vous l'avez compris, on aura des obligations spécifiques, d'où l'importance particulière de s'intéresser à votre qualification pour pas se tromper d'obligations à respecter. Donc, on aura des obligations en matière de gestion de la qualité, que ce soit au moment du déploiement ou de la conception, mais tout au long de la vie du SIA. Ce ne sont pas des obligations one-shot dans le temps, ce sont vraiment des obligations qui s'appliquent dans la durée. On va devoir conserver les documents, les documentations de conformité, de certification, les registres, etc. et pour pouvoir les fournir en cas de contrôle d'une autorité compétente. On va avoir également une procédure d'évaluation de conformité. Donc là, il y a plusieurs procédures, soit avec une annexe qui prévoit un référentiel, soit on est en mesure de s'auto-évaluer en interne, ce qui est extrêmement complexe vu l'annexe, soit on peut pas, et à ce moment-là, on va s'adresser à un organisme de certification externe. On va devoir avoir également une déclaration de conformité. On va avoir aussi besoin du marquage CE qu'on connaît par ailleurs. On va avoir l'obligation de s'enregistrer sur la base de données de l'Union européenne qui va recenser les SIA au risque, étant précisé que normalement ça s'applique aux fournisseurs,
ou à l'importateur si le fournisseur est ailleurs, ou à son représentant légal. Je parle de mémoire, pour les structures publiques qui seront donc déployeurs d'un système d'IA au risque, elles devront également s'enregistrer sur cette base de données. Donc, il y a des obligations spécifiques en plus de la qualification d'opérateur selon la nature de l'opérateur. Une autre obligation pour les employeurs qui déploient des systèmes d'IA au risque, eux, ils devront consulter les représentants du personnel. Alors, on a déjà des obligations dans le Code du travail en France, c'est pas forcément le cas dans d'autres pays. En tout cas, il faut vraiment aller s'intéresser aux obligations qui vous sont propres. Et évidemment, une procédure de retrait et de rappel, vous le connaissez déjà pour d'autres produits alimentaires ou de voitures, c'est pareil pour le système d'IA au risque. Alors, maintenant, troisième catégorie, les systèmes d'IA à risque limité. On parle de deux ici. On a certains systèmes d'IA qui sont listés par le texte. Tous les systèmes d'IA ne vont pas avoir ces obligations. On en a certains. Et les modèles d'IA à usage général. Les SIA, les catégories spécifiques de SIA qui sont visées par l'EIA Act, qui ne sont pas des systèmes d'IA au risque, mais qui font l'objet d'obligations spécifiques. On a tout d'abord les SIA destinés à interagir directement avec des personnes physiques, donc des chatbots. Le fournisseur doit informer les personnes sur la nature de l'agent conversationnel. Ça paraît évident, mais ça ne sera pas forcément toujours appliqué. Ça, ce sera une obligation. Donc, ça peut être dans un service client, sur un site Internet. Il faudra s'assurer que les personnes ont bien conscience de la nature de l'agent conversationnel. Les SIA génératifs de contenu, ceux dont on connaît le plus, vous voyez, ils apparaissent ici. Les fournisseurs devront marquer les résultats comme ayant été générés par l'IA. Et lorsque ça permet notamment de faire des deepfakes, là, on a une obligation en plus pour les déployeurs pour indiquer que ça a été généré par l'IA. Donc, ces SIA génératifs, ils vont nous intéresser, mais ici, on les vise spécifiquement. Donc, les SIA génératifs, peut-être pour repréciser, ça va être tout ce qui nous permet de créer du contenu, de la musique, des vidéos et du texte. Donc, il n'y a pas que ChatGPT, par exemple. On a plein d'outils, Copilot, DALL-E, etc. Il y a juste une question, on arrive sur les émotions et c'est Christophe qui pose la question sur l'éduction des émotions d'une personne. Cela veut dire que les sentiments d'analyse n'est pas permis. Les sentiments d'analyse, alors je ne sais pas exactement ce que vous visez par sentiment d'analyse, mais en tout cas, tout à l'heure quand j'ai parlé des SIA interdites, c'était dans le domaine du travail ou de l'éducation. Donc, je ne veux pas dire que l'analyse des émotions est interdite, c'est que dans certains secteurs. Parce que vous voyez, là, je suis plus dans les pratiques d'IA interdites, je suis dans les systèmes d'IA à risque limité et on nous reparle des SIA de reconnaissance des émotions. Donc, les systèmes d'IA de reconnaissance d'émotions sont autorisés, sauf dans certains secteurs. Et encore une fois, tout à l'heure, on a vraiment synthétisé la terminologie. Je vous invite à aller regarder exactement dans quelle situation vous pourriez vous trouver dans le texte pour vous sécuriser. Et donc, pour les systèmes d'IA de reconnaissance des émotions, qui sont a priori pas interdites, sauf dans certains domaines, là, le déployeur devra informer les personnes concernées du fonctionnement du système et du traitement de données personnelles. Peut-être pour ceux que ça intéresse, il n'y a pas de contradiction entre l'EIA Act et le RGPD. L'articulation a été prévue, donc les textes se complètent. Pour passer rapidement, les modèles d'IA à usage général. Donc, vous avez compris, un modèle d'IA a plutôt vocation à être intégré à un système d'IA. Et donc, les modèles d'IA à usage général, ça va être ceux qui vont permettre d'accomplir des tâches très variées. Générer une recette, un programme sportif, relire un code source, etc., répondre à des questions juridiques. Ça, ce sont des modèles d'IA à usage général. Pour les fournisseurs de ces modèles, on a des obligations spécifiques comme le fait de tenir une documentation technique du modèle. Cette documentation technique, le contenu, il est prévu à l'annexe 11 de mémoire de l'EIA Act. On aura aussi l'obligation pour les fournisseurs de mettre à disposition donc lorsque le système d'IA intègre un modèle d'IA à usage général, de mettre à disposition des tiers des informations et de la documentation
concernant les limites du modèle et les informations qui sont prévues en annexe 12 cette fois-ci. Donc, on a un cahier des charges à remplir et à fournir aux déployeurs. Autre point qui va nous donner beaucoup de lecture, je pense, la mise en place d'une politique sur la préservation des droits d'auteur et des droits voisins par ces modèles d'IA à usage général. Vous le savez, ça fait débat sur la réutilisation de droits de tiers dans les données d'entraînement pour générer du contenu ou des résultats qui peuvent être proches de ceux qui existent déjà par ailleurs. Donc forcément, il y a un vrai problème sur la gestion des droits de propriété intellectuelle de tiers. Ces modèles d'IA à usage généraux vont devoir définir une politique sur ce point. Je me permets de rebondir sur une question de Myriam là, qui dit « Quid de la responsabilité du rédacteur qui utilise le SIA ?» On va en parler, de la responsabilité. Non, parce que ouais, vous avez raison, c'est une bonne question. Je vais revenir dessus à la fin. Et donc, le dernier point là-dessus, sur les modèles d'IA à usage général, c'est la mise à disposition d'un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour la formation du modèle d'IA à usage général sur la base d'un modèle qui sera fourni par l'Office de l'intelligence artificielle qui a été constitué au niveau de l'Union européenne. Donc, on attend beaucoup de ces précisions, notamment pour ChatGPT, parce que forcément, ça va avoir un impact. Étant précisé que lorsque vous utilisez des modèles d'IA à usage général fournis en open source, donc je pense à les modules Meta, je pense à ChatGPT aussi, les 2 premières obligations ne s'appliquent pas à eux. Donc, on va voir ce que ça donne, mais a priori, ils ne fourniront pas cette documentation lorsqu'on est en open source. Autre point sur les modèles d'IA à usage général, lorsque ce modèle d'IA à usage général qui nous paraît à risque limité présente un risque systémique, donc dans certains cas, on a des obligations supplémentaires. Pour synthétiser, vous aurez les slides, je vous laisserai lire tranquillement. Pour synthétiser le risque systémique, c'est lorsqu'on considère que le modèle d'IA à usage général, a priori anodin, parce qu'on n'est plus dans la catégorie à haut risque, je vous le rappelle, lorsque quand même ce modèle d'IA, il présente un risque significatif sur la santé publique, la sûreté, la sécurité publique, les droits fondamentaux ou la société dans son ensemble. Quand on commence à se dire que ce modèle, il peut avoir un impact vraiment trop fort, une incidence significative sur ces pans de la société, à ce moment-là, on considère qu'on est à risque systémique. C'est l'opérateur qui doit faire cette propre évaluation et la documenter. Dire, je suis à risque systémique, voilà ce que je mets en place, ou je ne suis pas à risque systémique pour telle raison. Dans ces cas-là, il y aura une obligation de réaliser une évaluation du modèle, d'évaluer et d'atténuer évidemment les risques systémiques et de documenter les incidents graves. La responsabilité et les sanctions. Alors, aujourd'hui, là, je vous invite à regarder la partie gauche du slide. Le régime juridique actuel, pour les juristes d'entre vous, c'est celui de l'article 1240 du Code civil. Quand je suis victime d'un système d'IA, aujourd'hui, dans le régime juridique, en tout cas en France, tel qu'il existe, je dois prouver une faute de l'auteur, mon préjudice, et le fait que mon préjudice est directement la résultante, directement causée par la faute de l'auteur. Et ça, c'est quand j'aurai réussi à identifier l'auteur. Dans un système d'IA, il peut y avoir tellement d'interlocuteurs que prouver qui est l'auteur de la faute et qu'il y a une faute, c'est extrêmement complexe. Si je prends l'exemple du domaine médical, si mon professionnel de santé a commis une faute en utilisant un système d'IA, par exemple d'aide au diagnostic, il va falloir que je distingue la responsabilité du médecin de celle du système d'IA qui a été utilisé, derrière lequel on a peut-être un distributeur. Les notions de fournisseur en aval, tout ça n'existe pas aujourd'hui. En tout cas, on va devoir aller rechercher avec les mécanismes juridiques qui pourrait être responsable. Et on va devoir ensuite prouver sa faute. Bon, bref, avec l'effet boîte noire dont tu parlais tout à l'heure, c'est extrêmement compliqué. À ma connaissance, on n'a pas de jurisprudence sur la responsabilité d'un système d'IA à proprement parler. Enfin, en tout cas, d'un auteur derrière le système d'IA, parce que le SIA a beau être très autonome, on ne peut pas engager la responsabilité d'une chose en France. Donc ça, aujourd'hui, c'est hyper compliqué. Avec les 2 directives dont je vous ai parlé au tout début,
celle sur la responsabilité du fait des produits défectueux qui a été adoptée et celle à venir qui n'est pas encore adoptée sur la responsabilité pour faute au sens large en dehors des produits défectueux, on va essayer de simplifier ça. Le principe, c'est qu'avec l'AIA Act, on a classifié les opérateurs et donc on a une facilité pour identifier qui fait quoi, notamment grâce à la documentation. Deuxième chose, c'est qu'on aura le lien de causalité qui est compliqué à prouver. Il va être présumé lorsque le déployeur, le fournisseur, etc. n'auront pas respecté les obligations du texte de l'AIA Act qu'on a cité. Donc, il y a une présomption. Si j'ai pas remis telle documentation, que je me suis pas inscrit sur le registre, il y a une présomption de non-conformité. Donc, c'est comme ça qu'on boucle la boucle au-delà des contrôles. C'est parce que quelqu'un pourra engager votre responsabilité. Évidemment, on exclut la responsabilité en cas d'intervention humaine, donc l'exemple de mon médecin. Pour répondre à votre question, ça sera une question de preuve. Le fournisseur ou le déployeur aura une présomption dans certains cas de responsabilité, mais ça sera à eux, donc pour répondre à votre question, je crois que c'était Myriam, ça sera à eux de prouver que la responsabilité, en fait, elle pèse sur l'utilisateur, par exemple. Donc, notamment au cas d'intervention humaine. C'est comme ça, mais ça va être un débat. Et c'est l'IA qui permet de commettre une infraction, responsabilité pénale. C'est Nathalie qui pose la question. Si l'IA sert à commettre une infraction. Alors, si l'IA sert à commettre une infraction, toujours pareil, c'est l'intervention humaine. Donc, on va pas pouvoir aller chercher le fournisseur ou le déployeur si ça relève de la responsabilité de la personne. Donc, il pourrait y avoir plusieurs personnes mises en cause. Et après, avec des expertises, des débats, on va venir identifier qui est responsable de quoi par rapport au préjudice subi. Dernier point, les sanctions, rapidement, elles peuvent monter jusqu'à 35 millions d'euros d'amende ou 7% du chiffre d'affaires annuel mondial. Ce sont les sanctions les plus élevées qui ont été prononcées dans l'Union européenne, en tout cas qui sont prévues dans un texte de l'Union européenne. Évidemment, c'est pas pour tout le monde, c'est pas dans toutes les situations, mais on a des paliers de sanctions en fonction des infractions ou des manquements concernés. Ça, ce sont des sanctions administratives qui peuvent être prononcées par une autorité de contrôle, mais à côté de ça, vous l'avez vu, on a toujours la responsabilité civile et pénale devant les juridictions classiques qui peuvent s'appliquer et qui seront donc facilitées. Le déploiement des actions, pour terminer, on vous a mis une frise chronologique. Le texte, il s'est appliqué, il a été publié au journal officiel de l'Union européenne, le JOUE, le 12 juillet dernier. Il est entré en vigueur le 1er août, mais les obligations s'appliquent progressivement jusqu'au 2 août 2027. Donc, on aura déjà les pratiques interdites dès le 2 février 2025. Après, on aura des obligations spécifiques qui vont s'appliquer au mois d'août l'année prochaine. L'application générale du texte, c'est le 2 août 2026, donc a priori les premières sanctions. Et les obligations concernant les systèmes d'IA à haut risque, elles s'appliqueront le 2 août 2027, puisque compte tenu de la documentation à fournir, à mettre à disposition, des analyses de risques à établir, forcément, il faut prévoir un peu de temps. Donc, évidemment, je pense que tout le monde va se poser la question le 1er août 2027, mais c'est vrai, sans plaisanter, qu'il faut vraiment anticiper ce sujet pour vous sécuriser. Faire un sujet de connaissance, voilà, la transition est toute faite, mais l'inventaire des SIA qui sont utilisés au sein de vos structures, d'analyser finalement les différents niveaux de SIA qui sont utilisés. Je suppose que vous n'avez pas d'IA interdite, vous n'utilisez pas d'IA interdite actuellement, mais d'évaluer finalement quel niveau de SIA vous utilisez, analyser vos qualités juridiques en termes de quel niveau vous vous situez, en termes de déployeur, en termes de fournisseur ou autre, mais bien identifier à quel niveau vous êtes. Je vois les questions qui arrivent, je les laisserai après. Identifier également les obligations applicables. Et comme d'habitude, effectivement, de mesurer les écarts de conformité, de mettre un plan d'action et de faire un plan d'action de l'amélioration continue. C'est en lien avec tous les textes qui sont en cours de déploiement, que ce soit le NIS2, le RGPD, mais effectivement, inventorier, mesurer les écarts, mettre des plans d'action et évaluer tout au long de la vie du SIA, finalement, à quel niveau vous êtes. Si demain, vous changez de qualité juridique, c'est possible si vous devenez déployeur de solutions ou si vous êtes développeur de solutions. Et puis, réévaluer périodiquement, de piloter finalement ces SIA qui actuellement ne sont pas forcément, et sur les différentes structures sur lesquelles on peut les accompagner, on voit bien qu'il y a des usages qui sont parfois un peu
non réglementées ou un peu hors du champ d'application. Très bien. Sur les questions, alors c'est plus des questions pour toi, je pense. Il y avait une question quand même de Christophe, je crois, sur le benchmark des générales des IA. Je crois me rappeler qu'il y a un benchmark qui s'appelle Gaia qui représente 400 ou 500 questions qui permet, alors c'est des questions assez simples pour un humain, mais qui permet d'évaluer la pertinence de l'IA qui est en face. Donc je vous invite à aller voir ce benchmark qui permet de classifier les différentes IA. Alors, en termes de performance en maths, en texte, en image, je crois que ça fait partie de ce benchmark qui s'appelle Gaia, G-A-I-A. Voilà. Et sur les autres questions, on était là en droit de la consommation, la charge de la preuve sera-t-elle renversée? Alors, précision sur la responsabilité au sens large, la directive est encore au stade de proposition, donc on n'a pas encore toutes les infos définitives. Après, a priori, l'idée, c'est pas de remettre en cause les mécanismes existants, c'est juste que on aura un lien de causalité, mais si vous faites par exemple référence à des responsabilités du code de la consommation, des garanties légales, pardon, sur le code de la consommation, a priori, ça devrait s'imbriquer. Donc, il n'y aura pas de charge de la preuve renversée. C'est juste que l'idée, c'est de dire, je présume le lien de causalité entre les deux, entre mon préjudice et une faute, si j'arrive à prouver que c'est une obligation du texte, notamment, qui n'a pas été respectée. Donc, on va pas revenir sur les mécanismes existants, mais on attend quand même la dernière version de la directive adoptée. Il y a un vrai sujet, je réponds à Alain qui me dit que c'est une vraie usine à gaz et en fait que finalement ça peut entraver, alors je lis en diagonale, hein, mais que ça pourrait entraver l'innovation et la croissance économique promise par l'intelligence artificielle. C'est un vrai sujet sur lequel on a échangé. Effectivement, de base, l'IA Act était positionné aussi pour favoriser l'innovation, respecter finalement le droit et le droit global, hein, finalement, que ce soit des données ou des citoyens. Mais elle encadre tellement bien les choses que possiblement il va y avoir des freins à l'innovation. Je sais pas ce que votre truc. Des freins à l'innovation, oui, mais dans une certaine limite, ça peut être pas mal si on peut avoir des abus. Donc, c'est sûr que un peu comme a été vu le RGPD qui a été vu comme un frein, par exemple, à la prospection au marketing, je pense qu'on peut développer des systèmes d'IA, quoi qu'en dise, je vois en effet le commentaire sur le groupe Meta, je pense qu'on peut se développer des systèmes d'IA qui soient pertinents tout en respectant ce texte, mais c'est sûr que c'est lourd, qu'il y a une obligation. Après, ce qu'on a vu avec le RGPD, c'est que rapidement, dans les années qui ont suivi, on a la Chine, la Californie, etc., qui ont adopté des textes similaires. Donc peut-être que ça donnera des idées à d'autres États et qu'on aura finalement pas trop de freins à l'innovation dans l'Union européenne. Et l'autorité de contrôle, ce sera l'ANSSI, la CNIL Alors, tout n'est pas encore défini. Il y a plusieurs autorités qui se positionnent. Et en effet, je vois quel est le contrôle qui est prévu pour le respect des obligations. En fait, il est à plusieurs niveaux, le contrôle. Déjà, c'est un auto-contrôle que vous devez faire. Ensuite, vous allez devoir fournir des documentations quand on est en système d'IA au risque ou même pour d'autres systèmes, on va devoir fournir des mentions aux utilisateurs, aux déployeurs. Donc ça, c'est un mode de contrôle parce que dans la négociation contractuelle, si vous êtes un fournisseur ou un fournisseur en aval et que vous souhaitez distribuer une solution sans garantir tout ça à vos clients, d'ores et déjà, les contrats commencent à être négociés sur le fondement de l'IA Act. Nous, on le voit et on demande des garanties à ceux qui nous fournissent des systèmes d'IA. Donc ça, c'est aussi un moyen de contrôler en prévoyant que les contrats prévoient les bonnes garanties. Autre point, il y aura des autorités de contrôle désignées dans les États membres. Il y a l'Office de l'intelligence artificielle au niveau de l'Union européenne. On aura également la CNIL sur la partie données personnelles, donc autant d'autorités qui peuvent prononcer des sanctions. Et puis, dernier point, le contrôle se fait par les utilisateurs qui peuvent engager la responsabilité devant les tribunaux. Alors, pour répondre à Enora, comment un employeur peut sécuriser sa responsabilité si un salarié utilise un SIA de manière fautive? Moi, je répondrais charte de bons usages des outils numériques. Ouais. Après, clairement, encadrer les usages d'un SIA, c'est pas trop différent d'une messagerie ou autre, mais bien encadrer et d'identifier finalement les outils qui vont être utilisés au sein de la structure. Moi, je suis pas spécialisée en droit du travail. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'il y a des entreprises qui font le choix d'interdire l'usage de systèmes d'IA disponibles sur le marché actuellement, même gratuitement, pour se sécuriser dans la pratique, protéger les données aussi confidentielles
parce que certains salariés peuvent mettre pas mal d'informations confidentielles. Si je mets des informations stratégiques dans le système d'IA et qu'un concurrent pose des questions concernant ma société, le système d'IA aura enregistré ces données qui peuvent potentiellement être utilisées par quelqu'un d'autre. Donc, il y a aussi toute cette pratique-là de secret des affaires. Donc, en effet, la charte d'usage des systèmes, enfin, du système d'information dans l'entreprise, elle aura un intérêt uniquement si elle est annexée au règlement intérieur, parce que c'est là où on pourra prendre des sanctions si c'est pas respecté. Et ça permettra aussi de se protéger en disant, là, c'était quelque chose qu'on avait interdit, donc ça relève pas de notre responsabilité à nous, entreprise. Donc c'est un axe, mais ça peut pas être le seul axe. Ça peut pas être juste d'interdire. Je pense que ça passe par de la sensibilisation, peut-être d'anticiper, de mettre à disposition des outils qui correspondent aux besoins dans une certaine limite, mais en tout cas vraiment de sensibiliser sur les enjeux, données personnelles, secret des affaires, données stratégiques au sens large. Il y a un vrai sujet de sensibilisation, on le voit en matière d'audit cyber ou de sécurité, c'est que plus on va limiter, sécuriser, plus les collaborateurs ont tendance à trouver des biais et trouver des solutions annexes un peu en shadow IT. Donc, il est important de sensibiliser, former et d'accompagner finalement les usages. Alors, effectivement, c'est pas évident, mais dans le fait qu'on puisse faire un inventaire, d'évaluer ses qualités juridiques et autres, ça permet aussi d'intégrer, faire un accompagnement au changement et d'accompagnement à la prise en main de ces différents outils. Je sais qu'on arrive un petit peu à la fin du webinaire. Je sais qu'il y a quelques questions encore qui arrivent. N'hésitez pas à nous prendre contact avec nous si vous voulez aller un peu plus loin. Juste, on peut répondre à la dernière question, quid des traducteurs? Oui, je voudrais juste répondre à la dernière question de Christophe. Je suis pas spécialiste technique du sujet, mais il me semble qu'en fonction de la version, par exemple, de ChatGPT qu'on utilise, payante, j'entends, ChatGPT s'engage à pas réutiliser les données ou pas. Donc, à vérifier en fonction du degré d'abonnement qu'on a souscrit. Si on prend l'abonnement premier prix, il n'y a pas cet engagement. Si on prend l'abonnement le plus élevé avec plusieurs licences, là, ils prennent cet engagement, à voir dans quelle mesure c'est respecté. Donc, je pense qu'il faut voir aussi en fonction du système d'IA qu'on utilise et des engagements qu'ils prennent contractuellement. L'éternel adage, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Oui, exactement. Donc, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup pour votre participation et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions plus spécifiques pour étudier votre modèle d'IA ou ceux que vous utilisez, revoir vos contrats. On sera ravis de vous accompagner là-dessus. En vous souhaitant une bonne journée. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous.